Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la loupe des Sherlocks, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour. Bonjour, vous êtes sur les Sherlocks du voyage. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT et des implications juridiques de cette innovation avec Chloé Reznin. Alors, bonjour Chloé. Bonjour Mélanie. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter qui tu es, ton parcours, et ensuite ton entreprise, Adeona Avocat. Ok, écoute, déjà je suis ravie d'être ici, merci beaucoup pour l'invitation. Alors moi je suis Chloé Razin, je suis avocate au barreau de Paris et j'exerce essentiellement en droit du tourisme, c'est-à-dire que j'accompagne les professionnels du tourisme dans leur activité, notamment au niveau commercial. Donc moi j'interviens surtout en études de faisabilité quand il y a des nouveaux projets ou des lancements d'entreprise, rédaction de documentation commerciale, les CGV, les contrats de partenariat et malheureusement aussi quand il y a des contentieux, puisque parfois la responsabilité est engagée et donc il y a besoin d'un avocat pour se défendre. Donc ça c'est ce que je fais. Et mon cabinet, Adeona Avocat, je l'ai cofondé avec ma consoeur et amie Laura Ballester, qui elle intervient plutôt en droit du travail, à la fois côté employeur et côté salarié. On tient à faire un peu des deux. Et c'est un cabinet du coup qui est dédié aux professionnels du tourisme et des loisirs. On est 3 aujourd'hui et on recrute. Par rapport à ChatGPT, justement, quelles sont pour toi les préconisations avant de commencer à utiliser cet outil qui est formidable, mais qui peut avoir aussi des incidences juridiques. Donc, qu'est-ce que tu préconises ? Alors, avant de commencer à utiliser cet outil comme n'importe quel autre outil, finalement, je pense que c'est important de déterminer dans quel cadre on veut l'utiliser. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour gagner du temps, simplement de dire, voilà, en interne, c'est un support, ça me permet de rédiger plus vite mes réponses aux mails, etc. Est-ce que c'est pour l'intégrer dans un autre outil ? C'est-à-dire, est-ce que c'est pour finalement vraiment... pas simplement un support, mais en faire une vraie utilisation dans un outil concret. C'est par exemple un bot. Voilà, j'ai mon bot, puis j'aimerais bien intégrer de l'intelligence artificielle via ChatGPT dedans, parce que les conséquences seront pas les mêmes. Donc ça, c'est vraiment la première question qu'on doit se poser, c'est j'en fais quoi de cet outil ? Et bien sûr de se demander, de faire un peu le pas de côté, de comment je fais en sorte de l'utiliser intelligemment, parce que évidemment, et j'ai l'impression que c'est le cas globalement avec tous les professionnels avec qui je parle, personne se dit ChatGPT c'est très bien, ça va me remplacer et je vais pas vérifier les réponses. Mais c'est quand même un outil merveilleux à bien des égards, mais très dangereux à plein d'autres égards, on va en parler. Notamment sur la validité, la véracité de son contenu. Donc je pense que c'est important, avant de commencer, de bien poser les limites et poser le cadre de cette utilisation et de l'utilisation de cet outil, de se dire ok, c'est quoi les contrôles que j'opère, comment j'opère mes contrôles. Parce que c'est très bien de se dire, par exemple, même si je l'utilise juste en interne comme un petit support pour aller plus vite, je vais vérifier les informations qu'il me donne ou pas, comment je vais les vérifier, notamment si je prends ce que je connais moi très bien, le juridique, pour avoir fait le test, évidemment, comme tout le monde, de ChatGPT. Quand je lui demande ce qu'il faut pour devenir agent de voyage, la réponse, elle est pas mal, mais le texte qui m'est cité, c'est l'ancien texte et pas le nouveau. Alors, je lui ai dit qu'il y en avait un autre, donc maintenant, a priori, ce serait le bon, puisqu'il apprend. Mais si on n'a pas les outils pour vérifier les informations, c'est un petit peu dangereux, finalement, l'utiliser comme on utiliserait... on peut pas le dire... L'expertise est toujours hyper importante. Exactement. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer une expertise par ChatGPT, en tout cas pas aujourd'hui. Et donc, il faut vraiment le prendre avec des pincettes, même si ça peut permettre de gagner du temps, à condition de savoir comment aller chercher l'info et vérifier l'info aujourd'hui. Et après, le périmètre, j'imagine que c'est plus compliqué quand même si on a un périmètre où on va installer un chatbot qui va répondre aux clients, etc. Là, on est dans autre chose. Ouais. Là, non, dans autre chose, on va le voir. C'est-à-dire qu'il y a énormément de questions juridiques qui se posent s'agissant de l'utilisation de cet outil. Si c'est vraiment juste, comme c'est le cas aujourd'hui la plupart du temps, de dire j'ai un mail à rédiger sur tel sujet, ou je dois trouver un peu d'inspiration pour une présentation, une conférence, et puis ça me permet de
de présenter les choses un peu différemment, de synthétiser quelques infos. Bon, le tout, c'est d'aller vérifier ces infos et c'est OK. Donc, c'est finalement une espèce de base de données plus, comme on a nous, les avocats. Nous, on a des bases de données, par exemple, qui vont nous dire, voilà ce que dit un auteur sur tel sujet, puis on va aller vérifier les décisions de justice. Enfin, bon, c'est un outil parmi tant d'autres. Si par contre on l'intègre dans autre chose, notamment un bot, là, on va y venir, mais Ouais, on va en qu'est-ce qui se parler passe après, ouais, il y a d'un d'autres point choses. de vue responsabilité, RGPD, enfin voilà, je spoil pas, mais il y a pas mal de questions qui se posent. OK. Et toi, justement, au niveau de tes services, à quel moment tu aides les pros? Est-ce que tu vas te placer en amont, ou plutôt, si jamais ils ont des problèmes, comment, tu vas te placer? Alors, c'est une excellente question et ça me permet de refaire passer des messages super importants, pour ChatGPT, mais pas que. Évidemment, nous, on intervient en amont et en aval, mais on préfère intervenir en amont. Pourquoi? Parce qu'on préfère intervenir en amont qu'en aval, parce que notre but ultime, c'est d'éviter les problèmes. Donc évidemment que quand il y en a, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on fait du contentieux, on défend les professionnels quand ils ont des difficultés, au niveau juridique et judiciaire, mais nous, ce qu'on préfère faire, en tout cas à moi à titre personnel, il y en a qui font que du contentieux, hein. Moi, je fais les 2, mais ce que j'aime le plus, c'est OK, tu as un projet, on va déterminer s'il y a des risques, parce que parfois il y en a pas tant que ça, c'est rare mais ça arrive. Quels sont les risques et ensuite comment on les minimise ou comment on les fait disparaître. Difficile de faire disparaître un risque, lié à une innovation puisque par définition, le droit, l'innovation, il y a toujours des zones de flou, hein, puisque l'innovation va plus vite que le juridique. Mais l'idée, c'est de dire: «OK, voilà les risques qu'on peut identifier à ce moment-là, au moment de l'utilisation qui est projetée». Donc par exemple, si on a un professionnel du tourisme qui veut développer un outil qui utilise de l'intelligence artificielle, ChatGPT ou autre, pour répondre aux questions de ses clients avant toute intervention humaine, pour envoyer des devis, pour même, par exemple, générer des parcours et des carnets de voyage, parce que ça existe, hein, il y a des IA qui font ça, des espèces de travel planners en intelligence artificielle. On va se demander, OK, comment on protège les données des clients? Qu'est-ce que l'IA a le droit de dire ou non? Qu'est-ce qu'il faut cadrer? Qu'est-ce qu'il faut dire aux clients? Comment on les informe de cette utilisation? Est-ce qu'il comprend l'utilisateur les implications de l'utilisation de cette IA, et cetera? Et donc, on va venir essayer de balayer tous les risques en amont, y répondre du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a aujourd'hui pour éviter, à la fois un contentieux avec ses clients et ses utilisateurs et un contentieux avec l'administration. Ça, c'est le but ultime, d'un avocat, en fait, hein. Donc toi, tu es quand même plutôt dans du suivi et sur le long cours où en fait tes clients ils te pour tous les sujets finalement ils te un peu Ouais, en mode, peut-être abonnement ou j'en sais rien, toute l'année, hein, tout à fait. finalement ils te sollicitent pour tous les sujets et tu les Ouais. accompagnes et tu es plus dans cette, façon-là et pas juste, on spot, si jamais, il y a un litige et que là ils sont Ouais, embêtés quoi. c'est ça. En fait, nous, on a vraiment, pour objectif, comme, beaucoup de cabinets aujourd'hui, hein, je crois que la démarche, elle est partagée par beaucoup de confrères et de consoeurs, d'être des partenaires. On est des partenaires juridiques, on n'est pas là pour empêcher de faire les choses, on est là pour essayer de faire en sorte que l'activité soit structurée comme il faut, que les OK. risques soient minimisés au maximum. Et donc on a effectivement pas mal de clients qui sont abonnés, donc c'est un abonnement mensuel. Il y en a d'autres, qui, ont d'autres formules, et pas forcément des abonnements parce qu'ils sont pas sûrs d'avoir autant de besoins que ça. Mais, ce qui se passe et ce qu'on voit et on est très contente pour ça au cabinet, c'est qu'on a pas mal de clients qui nous consultent, finalement de manière, pas quotidienne, hein, parce que heureusement, tout le monde n'a pas des besoins tous les jours non plus, mais, extrêmement régulière. Au moins tous les mois, voire, plusieurs fois par mois, sur des sujets divers et variés, de dire: voilà, j'ai tel projet, je pense à ça, qu'est-ce que tu en penses? Et on voit ensemble, en fait, et on avance comme ça. Ouais, c'est intéressant en termes d'approche, on n'y pense peut-être pas forcément, mais en Non. fait, finalement, on a tout le temps besoin d'être accompagné sur le juridique, Idéalement et potentiellement, oui. C'est-à-dire qu'après, il faut pouvoir le faire, faut vouloir le faire, mmh. faut réussir à rentrer dans une relation de confiance parce que les avocats ont joui d'une image qui est assez négative encore aujourd'hui, et Ouais, je parce dis que c'est le négative contentieux, l'avocat exactement. dans l'imaginaire. C'est le contentieux, c'est même le pénal pour beaucoup, hein. Ouais, ouais, Donc c'est non, ça. enfin, il y a pas que ça et c'est, pour le conseil, beaucoup l'image de l'avocat qui dit non. Qui dit, non, ça tu peux pas, ça tu pas le droit, ça, vaut mieux pas. Et c'est vrai qu'on est aussi là pour ça, on est aussi là pour dire: «Attention», mais on est surtout là, je crois, pour dire: «OK, là c'est un peu compliqué et si on faisait comme ça?
Et si on faisait comme ça? Ok, là, il y a ce risque-là, on l'a identifié, tu veux le prendre, pas de souci. Comment on fait en sorte qu'il soit le plus minime possible? Et donc, c'est vraiment cet accompagnement, toujours sur mesure, bien sûr, et pour permettre aussi à chacun de développer son business. Moi, ce que je dis, c'est sereinement, en fait. Hein. Alors on va rentrer du coup, maintenant Ouais, dans les explications des concepts plutôt juridiques. c'est parti. Alors du coup, préparez-vous. Alors on va essayer d'expliquer ça parce que tout le monde, chez nos auditeurs ne comprend pas tous les sujets. Donc il y a la RGPD, la propriété intellectuelle et la responsabilité. Peut-être que tu vois d'autres choses. Il peut y avoir tous ces enjeux-là, avec ChatGPT. Est-ce que voilà, tu en vois d'autres? Est-ce que tu peux expliquer, Expliquer un peu ce que brièvement, c'est. tous ces concepts, ouais. Alors, c'est le moment où on s'assoit confortablement et on s'accroche un petit peu à sa chaise. C'est parti. Alors, c'est 3 concepts fondamentaux: RGPD, propriété intellectuelle, responsabilité. Donc, je pense que tu as bien ciblé. Ils sont très différents aussi. Donc, je vais les prendre un par un, si ça te va. Ils sont plus ou moins liés, hein, puisque tout est lié en droit et dans la vie en général. Le RGPD, c'est un acronyme qu'on entend énormément, hein, on le connaît toutes et tous plus ou moins, et ça fait référence au Règlement général pour la protection des données personnelles. RGPD, GDPR en anglais, on peut le trouver aussi sous cette forme. Et en fait, c'est quoi? C'est tout simplement un règlement européen. Donc, c'est quoi un règlement européen? C'est un texte qui s'applique directement dans tous les États membres de l'Union européenne, hein, donc qui est adopté à l'échelle de l'Union européenne. Donc c'est hyper important parce que ça veut dire que c'est pas régulé juste en France, mais c'est régulé beaucoup plus largement. Et en fait, pourquoi on a ce règlement-là? Eh ben, tout simplement parce que l'Union européenne a constaté que depuis quelques années, donc ça date de 2016 et c'est rentré en vigueur en 2018, hein, ça faisait quelques années que les données personnelles, elles commençaient à être pas mal collectées et surtout pas mal exploitées et aussi monétisées. Et on dit souvent, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et là, en fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a accès à énormément de services en tant que consommateur qui sont gratuits. Je pense aux réseaux sociaux, par exemple. Hein. Et c'est gratuit. Pourquoi? Parce que le produit, c'est nous. C'est nos données, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on like, c'est ce qu'on enregistre, c'est ce qu'on poste. Et donc, en fait, l'utilisation de ces données va permettre à des marques, à d'autres structures, de se cibler, de cibler de la publicité. Et donc, on a tout un tas de métiers autour de la donnée et notamment de la publicité sur la base de ces données qui est venu se construire. Et donc, l'objectif de ce règlement, c'est protéger les données personnelles des utilisateurs contre les abus, notamment en cas de collecte et de traitement des données. Et donc, ce RGPD, il impose pas mal d'obligations diverses et variées, mais notamment une information claire et loyale sur la base, sur pas mal d'éléments, c'est-à-dire que quand on collecte vos données, on doit vous informer de la base du traitement de la collecte. Pourquoi on collecte cette donnée? Est-ce que c'est parce que vous y avez consenti? Est-ce que c'est parce que c'est indispensable pour exécuter un contrat? C'est quoi la finalité? Pourquoi on collecte ces données? Pour envoyer de la pub? Pour exécuter le contrat? Pourquoi en fait? Pour faire de la prospection commerciale? Qui a accès à ces données? Quelles personnes ont accès? Les salariés, les partenaires, voilà, c'est important, les sous-traitants. C'est quoi les droits des personnes qui voient leurs données collectées? Rectifier les données, supprimer les données. Voilà, donc ça, c'est déjà le fondement, c'est l'information claire et loyale de l'utilisateur, de la personne dont on va collecter les données. Et évidemment, la mise en place de mesures de protection de ces données et éviter la fuite de ces données, éviter les attaques sur ces données. Qu'est-ce qui se passe justement en cas d'attaque? Comment on prévient l'utilisateur? Donc c'est tout un tas, on va pas toutes les reprendre parce que ça nous prendrait des heures, mais c'est tout un tas d'obligations dans le cadre de collecte et de traitement des données, peu importe le secteur. J'insiste parce que c'est pas uniquement les plateformes de pub digitales. Non, non. Un office de tourisme qui collecte une adresse mail sur un bureau d'information touristique à la main, il est autant concerné que Amazon, quoi. Enfin, vraiment, ça s'applique à toutes les collectes de données personnelles. Donc, c'est un C'est énorme intéressant ce que morceau. tu dis parce que je pense qu'il y a des choses qui passent un peu sous les radars et qu'on n'a pas forcément. Il y a peut-être des habitudes qui sont prises et où on se dit bon voilà ça n'a pas d'impact et en fait ça en a quoi. En fait, c'est ça. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est tout secteur confondu. Donc, évidemment, le secteur du tourisme, il est concerné. Et à partir du moment où on collecte une information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable, c'est-à-dire que vraiment en agrégeant certaines données, on peut commencer à identifier la personne, en fait, c'est de la donnée personnelle. Et donc, cette personne, elle a des droits.
et on doit y répondre, c'est obligatoire. Et pour ça, souvent, on met en place ce qu'on appelle des politiques de confidentialité des données, où on fait accepter à l'utilisateur la collecte et le traitement de sa donnée. Donc vraiment, ça concerne tout le monde et pas que les grosses plateformes Même digitales, les en fait. associations, du coup, en fait, théoriquement, devraient aussi faire À partir du signer, moment où on collecte et on traite de la donnée tout le temps, en fait. personnelle, on est soumis au RGPD, en fait. Ah, ok. Donc c'est pas réservé aux géants de l'industrie du tout. On voit quand même pas mal de disparités dans la mise en place du RGPD. Enfin, moi, à mon échelle, dans le secteur du tourisme, du coup, je sais que beaucoup en ont entendu parler, voient ça comme une espèce de menace qui plane au-dessus de leur tête. Et le message que je veux faire passer aussi là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, c'est une attente des consommateurs, c'est une attente des utilisateurs d'être sûr que leur donnée, elle est pas utilisée à mauvais escient. Et là, moi, j'ai pas mal discuté même avec des pros sur ChatGPT ces derniers temps, puisque c'est un peu la nouveauté, t'es Oui, pile bien sûr. dans l'actu. Euh, même les pros se disent, tiens, qu'est-ce qui se passe quand je rentre, moi, mes données dans le ChatGPT? Et donc, le réflexe données personnelles, protection des données, est en train de s'instaurer et de s'installer progressivement Et chez durablement. tout le monde. Et durablement chez tout le monde. On commence tous à se dire, oula, mais quand moi j'écris ça là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est protégé, pas protégé? Donc, c'est vrai que ce RGPD, ça a été un gros morceau. Ça l'est toujours, parce que ça pose encore pas mal de questions. Mais c'est assez fondamental. Donc ça, c'est vraiment le premier gros concept. Le RGPD, c'est finalement la protection des données personnelles à l'échelle européenne. Il y avait déjà des petites choses à l'échelle française, à l'échelle nationale, et on est venu réguler à l'échelle européenne, comme c'est beaucoup le cas pour tout ce qui est protection des consommateurs et des personnes, en fait. De plus en plus, l'Union européenne régule pour éviter d'avoir finalement des distorsions à l'échelle européenne entre les différents pays de l'Union européenne. Ça, c'est hyper important. Ok, donc du coup, on a bien compris la partie RGPD. Ensuite, il y a la propriété intellectuelle et la responsabilité. Ouais, alors la propriété intellectuelle, souvent on l'assimile, plus ou moins à raison ou à tort, à la protection des données personnelles. Parce que c'est des termes qui peuvent se ressembler un petit peu. C'est deux choses totalement différentes, mais c'est quand même lié. La propriété intellectuelle, qu'on appelle PI pour les intimes, je le dis, ça, on peut trouver aussi cet acronyme, notamment chez les juristes, les avocats. Ah, moi je suis avocat en PI, bon bah voilà, vous savez. C'est finalement simplement les droits qui sont conférés à un individu par une création intellectuelle. En fait, les droits de propriété intellectuelle, ça protège les intérêts des titulaires de ces droits et ça se divise en deux grandes branches, en gros. C'est la propriété industrielle, ce qui fait tous les brevets, marques, dessins et modèles, et la propriété plutôt littéraire, artistique, ce qui va être le droit d'auteur, les droits voisins. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, la propriété intellectuelle, ça protège aussi bien la création d'une photo que d'un logiciel. Donc c'est quand même assez varié, ou d'un brevet. Donc ça peut être extrêmement technique, comme ça peut être plutôt artistique. Et donc en fait, la propriété intellectuelle, elle protège vraiment le créateur ou la créatrice, que ce soit d'une photo, d'un logiciel, d'une vidéo. Et c'est assez encadré, c'est très normé en droit français. Et donc, il faut toujours se dire, ok, quand je poste une photo, quand j'utilise un logiciel, quand je poste une vidéo, quand je reposte même, est-ce que j'ai le droit de le faire? Et ça va être pareil, on va le voir avec ChatGPT. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser un contenu, d'utiliser une création et finalement d'en faire un peu ce que je veux derrière? Il y a la responsabilité. Alors ça, c'est un autre Alors, truc. gros morceau. La responsabilité, moi j'adore ça, mais donc si on doit résumer ce vaste programme de la responsabilité, en gros quand on parle de responsabilité concrètement, ça veut dire simplement que quand on cause un dommage, on le répare, d'accord? En droit français, on parle de réparation intégrale, c'est-à-dire que quand on cause un préjudice, on doit le réparer normalement au centime près, d'accord? Alors, en droit français, on distingue généralement deux types de responsabilités classiques, la contractuelle, la délictuelle. Ce qui veut dire que quand il y a un contrat avec un tiers, c'est la responsabilité contractuelle qui va s'appliquer. Et quand il n'y en a pas, c'est la délictuelle. Pour engager la responsabilité de quelqu'un, il faut prouver trois choses. Une faute, donc que si c'est dans un contrat, une inexécution ou une absence d'exécution du contrat, ou sinon une faute.
un dommage, donc il faut que ça nous ait causé un préjudice, et évidemment un lien, ce qu'on appelle un lien de causalité entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut que la faute ait causé le dommage. Ça semble évident dit comme ça, mais c'est pas toujours évident à prouver. Je te donne un exemple qui peut parler à tout le monde, c'est la concurrence déloyale. On dit souvent, ah bah voilà, j'ai un concurrent, il a utilisé les mêmes couleurs que moi, il a utilisé un logo qui est trop proche du mien, il essaye de prendre mes clients, etc. Très bien. On prend l'exemple, je sais pas moi, d'un prestataire d'activité, un loueur de canoë qui se dit, bah voilà, moi, ma saison, elle est super mauvaise parce que bah, j'ai un concurrent qui est venu de manière déloyale prendre toute mon image de marque et se la réapproprier, et du coup, les clients vont chez lui. Bah ouais, ok, très bien. On arrive à prouver qu'effectivement, on utilise un peu ces codes. On arrive à prouver qu'il y a une baisse d'activité. Mais pour prouver le lien de causalité entre les deux, il faut réussir à démontrer que c'est uniquement parce qu'il y a le concurrent qui a fait ces agissements-là que j'ai eu une baisse d'activité. Et ça, c'est pas toujours facile, parce qu'on peut dire, mais oui, mais il y avait peut-être moins d'eau. Le gros boulot sur la responsabilité, parfois, bah, c'est le lien de causalité qu'on oublie souvent. Et donc, il faut constituer des dossiers. Donc, ça peut être... il y a le droit et puis il y a les faits. Donc, c'est très important d'avoir en tête, pour tous nos auditeurs et auditrices, que un dossier, ça se co-construit. Il y a le juridique et il y a le fait. Et le fait, c'est vous qui savez. Donc, ça, c'est sur la responsabilité de manière générale. C'est de Ouais, dire... alors là, t'es en train de faire peur à tout le monde parce que on pense à droit, on pense tout de suite à des tas de preuves, etc. Et donc, du coup, je pense aussi, il va y avoir des gens qui vont se dire, ouais, bah, s'il faut fournir tout ça, finalement, je vais essayer de me débrouiller autrement, ou Alors, finalement, on va pas oui et non. consulter l'avocat, tu vois? Il y a Non, aussi ça. justement, si c'est important d'écouter un podcast comme celui d'aujourd'hui, c'est se dire, ok, j'ai compris qu'il y avait les principes de responsabilité, mais j'ai aussi compris que j'ai ma part à jouer dedans, c'est-à-dire dans les dossiers. C'est-à-dire que c'est pas de dire, bah, quand j'ai un gros problème, j'appellerai l'avocat. Et c'est pour ça que je parlais du travail en amont avec Ouais, je pense que les là, du clients. coup, d'être accompagné, ça permet aussi ça, Et en fait, de contractualiser, d'éviter exactement. de... Et de se former, en fait. C'est-à-dire que la clé, c'est de comprendre, c'est de s'intéresser un petit peu, même si on n'a pas tous envie d'être juriste. C'est passionnant, mais je peux le comprendre. C'est de dire, ok, je sais que si j'ai un litige en concurrence déloyale, parce que je l'ai entendu aujourd'hui, il va falloir que je fasse juste des captures d'écran, que j'ai peut-être des attestations à récolter. Je sais que avec quelques petits éléments comme ça, qui sont pas forcément, et même pas du tout, impossibles à récolter, eh ben, je vais réussir à constituer un dossier solide. Et de manière générale, bah oui, il faut quand même penser preuve. Et donc, l'idée, c'est pas d'abandonner, c'est de se dire, comme je sais, je peux mieux me préparer. Bon, là, j'ai pris cet exemple de concurrence, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un client qui vous dit, je sais pas moi, qui cherche à engager la responsabilité en disant, finalement, l'hôtel, il n'était pas Ouais, la conforme, prestation a pas été, la prestation n'a pas été délivrée ça comme il arrive faut. souvent, hein, Ça arrive tout le mmh. temps. Ouais. Bon, bah, c'est pas dramatique, mais c'est juste de dire, ok, je sais que je suis responsable en cas de non-conformité. Qu'est-ce que moi je lui avais vendu? Est-ce que mon programme de voyage ou d'activité, il est suffisamment précis? S'il est suffisamment précis, est-ce qu'il est bien conforme à la réalité? Est-ce que j'ai un lien suffisamment étroit avec mon prestataire d'activité, ou si je suis moi-même le prestataire d'activité, je peux documenter ce que j'ai proposé? Enfin, c'est juste ça en fait, hein, c'est de choper les réflexes un petit peu juridiques pour dire, oui, je peux moi aussi me protéger tout seul. Si la météo n'est pas bonne, je suis pas responsable de la météo, ça peut être plein de choses, en fait. Ou alors, il faut Exactement, prendre une assurance, enfin, il y a plein de exactement, choses. exactement. Et donc en fait, ça demande évidemment de s'intéresser un petit peu. OK. Après, il y a des pièges dans le droit. Et donc, quand on est agent de voyage, tour opérateur ou immatriculé à Tout France, c'est une responsabilité un petit peu différente, puisque c'est une responsabilité qu'on appelle de plein droit, donc sans faute. Et là, c'est autre chose. Et je vais peut-être pas trop m'étendre là-dessus, puisqu'on sort du sujet, mais il y a des vidéos, des contenus sur ce point-là. C'est un petit peu différent. Donc, faut aussi toujours se dire, je suis dans quelle catégorie, mais il y a du contenu qui existe aujourd'hui, hein, pas que par moi, hein, par beaucoup d'avocats, de juristes, non-juristes, sur ce sujet-là. Mais la responsabilité, c'est partout, tout le temps. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. Et donc, d'avoir quelques réflexes, c'est pas mal. OK, donc on a bien compris, merci, Chloé, c'est assez clair là sur trois notions. L'enjeu c'est, ChatGPT, comment, derrière en termes de
de données, Ouais. on va lui laisser des données, donc la RGPD, la propriété intellectuelle, il va certainement, donner des infos et on voit qu'il y a pas Ouais. forcément de lien. Il cite pas, ses sources, hein, ChatGPT. Et après la responsabilité, je enfin C'est vraiment mmh, 3 notions, assez importantes, et qui s'appliquent très bien à cette innovation-là et à toute innovation, de manière générale. mmh, Effectivement, tu as raison, les données, il y a quand même le premier sujet de ChatGPT. mmh, D'ailleurs, la CNIL, elle a été saisie de plusieurs plaintes, en ce sens. ouais. Déjà, c'est cet outil, qu'est-ce qu'il fait de nos données? Parce qu'on se rend pas forcément compte, mais je crois que quand même beaucoup se rendent compte, quand on l'utilise, on lui donne un paquet d'infos. Donc beaucoup disent, moi, m'ont dit, «Non mais moi je dis rien sur moi, je dis rien sur mon activité». Mais en réalité, si on veut vraiment l'utiliser, beaucoup dans son quotidien et notamment, professionnel, on peut être amené, à donner des infos, moi évidemment, on y viendra, mais je l'utilise pas, jamais un nom de client ne peut être sur ChatGPT. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête qu'il y a des infos. Alors nous, on a le secret, professionnel, donc c'est sûr qu'on peut vraiment pas le faire. Mais de manière générale, il faut faire attention à pas lui transmettre de données financières, de données sensibles, de données sur ses clients, parce qu'on n'est pas trop sûr aujourd'hui de la conformité ChatGPT au RGPD, même a priori c'est pas le cas. La CNIL est sur le sujet, donc il va y avoir des évolutions à venir. Et donc il y a à la fois la question de qu'est-ce qui fait de nos données, comment est-ce qu'elles vont être exploitées. Ouais, si c'est juste une description de sa société, ça va bien parce que C'est pas l'approche grave, utilisateur, qui va chercher justement, j'ai besoin d'un cabinet d'avocats, spécialisé dans le tourisme, il exactement. va te trouver. Mais par contre, quel client et cetera, ça ouais, c'est C'est-à-dire que je peux pas moi, copier-coller les questions de mes clients dedans, qui permettraient de les identifier, qui permettraient de comprendre les enjeux, enfin voilà, et c'est pareil pour tout le monde, c'est pareil pour tous les professionnels et à titre individuel quand on l'utilise aussi. Alors, je crois que généralement dans l'utilisation qui est faite aujourd'hui, dans l'usage courant, bon, je pense qu'on ne donne pas trop, on communique pas trop de ces données, super personnelles, mais voilà, il s'agirait pas de dire: «J'ai telle maladie, quels sont, les traitements, préconisés». Enfin, on pourrait imaginer aussi, au niveau médical, des données, très personnelles, orientation sexuelle, projet, enfin voilà, je pense il ça peut faut facilement dériver après, mmh. et c'est ça, en fait. Donc, faire quand même attention encore aujourd'hui à l'utilisation, notamment dans l'attente des résultats d'enquête de la CNIL et de ses préconisations. Je pense qu'il faut faire, voilà, faut l'utiliser parce que c'est un formidable outil, hein, mais en faisant attention à ce qu'on transmet comme données. Et puis après, l'autre question, et là aussi la CNIL a été saisie, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a des données erronées sur quelqu'un? Et oui, donc là on est dans la diffusion porter atteinte à la personne, quoi. À la personne, à l'image, et la possibilité de rectifier des données, en fait. Donc là, De on est dire: dans la «Bah non». responsabilité du coup, hein, quand on est, sur Ouais, le on est dans la responsabilité, on est un peu dans le RGPD, parce que RGPD, on a le droit normalement de modifier, de faire supprimer des données sur soi. OK, Donc il faut que ChatGPT permette ça. OK. Et donc on voit que c'est pas forcément le cas, pour ça qu'il y a des plaintes en ce sens. Et c'est pour ça que je disais que c'est des notions qui se recoupent, Et oui. parce que Mmh. le RGPD prévoit la possibilité de rectifier les données, modifier les données, supprimer les données. Donc c'est quand même RGPD et données, mais c'est aussi la question de la responsabilité d'un outil qui viendrait donner du contenu erroné, et des Et qui porte conséquences. atteinte, ouais, à Parce que, l'individu. imaginons, ça peut être en cascade. Ou à l'organisation, hein, pas que à Exact, l'individu. Mmh, mmh. exactement, ça peut être en cascade, c'est de dire, bah, ChatGPT donne une info erronée. Cette info erronée, elle est reprise par un utilisateur dans une présentation, dans un projet, qui lui-même est repris, etc. Et puis finalement, c'est quelqu'un en bout de chaîne qui va se faire assigner en disant: mais non, attendez, là vous diffamez, vous transmettez des informations erronées au Ouais, sujet de mon entreprise ou de mon entreprise. Ah mais oui, mais moi c'est ChatGPT. Ah bah bon courage pour aller ensuite assigner ChatGPT. Donc oui, c'est il faut ça. aussi avoir conscience qu'en reprenant des infos qui sont données par ChatGPT, on prend le risque, si on ne les vérifie pas, aujourd'hui, de se faire attaquer soi-même, finalement. Donc Ouais, donc même si on réutilise, on cite ses sources, on essaye de retrouver l'information et de ouais. exactement, c'est pour ça que C'est plus pour des idées et on essaye de pas trop l'utiliser vraiment, enfin en tout on cas prend pas pas pour pour argent comptant, ouais, c'est quoi. ça. Donc en fait, si on n'arrive pas à vérifier,
ma préconisation aujourd'hui, et du coup, c'est sûr que on gagne pas tant de temps que ça, mais en même temps, c'est un peu comme quand on trouve une info sur Wikipédia. On a, je pense, bien intégré que fallait vérifier ses sources. Donc, on retrouve ici à la fois le RGPD et la responsabilité. S'agissant de la propriété intellectuelle, alors là, c'est un vaste chantier. Il y a 2 éléments principaux selon moi. Le premier élément, c'est de dire, bon, est-ce que les éléments générés par ChatGPT sont protégés ? Donc, par exemple, les textes, pareil sur les images qui peuvent être... Parce qu'il y a d'autres outils que ChatGPT qui, eux, vont générer Ouais, des images. C'est l'IA en général. Exactement. Et là, aujourd'hui, la préconisation que je peux avoir, c'est déjà de regarder, parce qu'en fait, il y a un débat aujourd'hui, donc on va pas pouvoir le trancher aujourd'hui dans ce podcast. Le débat, c'est finalement, est-ce que ce qui est généré par ChatGPT, c'est vraiment des créations de l'esprit, c'est vraiment des œuvres, sachant qu'il n'y a pas d'humain, donc tout est automatisé. Il y a des pays qui disent que oui, il y a des pays qui disent que non. Nous, en France, c'est pas tranché. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que s'agissant de ChatGPT, pour le moment, dans leurs conditions d'utilisation, ils disent que ce n'est pas protégé et qu'on peut réutiliser ce qui est généré par cette IA un peu à volonté. Donc, premier réflexe pour nos auditeurs et auditrices, c'est d'aller regarder les conditions d'utilisation et de voir si on a le droit ou pas de réutiliser les contenus et dans quelles conditions. Ça semble basique, mais on le fait pas forcément. On est tous, on va pas se mentir, on va pas regarder les CGV et CGU de tous les sites qu'on utilise. Bon là, si vous voulez réutiliser du contenu ChatGPT, a priori c'est ok, puisque c'est autorisé. Mais attention parce que ça peut changer, voilà. Donc c'est pas tranché aujourd'hui, mais à minima, aller vérifier que la structure, la société qui nous permet d'exploiter ChatGPT nous autorise à le faire. Ça, c'est vraiment un peu le b.a.-ba. Et pour toutes les IA, il faut le faire. Et ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passe ? Parce que ChatGPT et les autres IA, pour pouvoir générer du contenu qui n'est pas forcément protégé, utilisent parfois du contenu protégé en fonction de ce qu'on lui donne comme contenu, de quoi on le nourrit. Et donc du coup, on va imaginer, alors je pense plus aux images et au contenu artistique qu'aux textes, mais les textes, ça peut être le cas aussi. On peut demander à ChatGPT de faire de la poésie ou d'écrire un roman. Donc s'il s'inspire d'œuvres qui sont elles-mêmes protégées, dans quelle mesure il y a inspiration, dans quelle mesure il va y avoir du plagiat, enfin... On a toutes ces questions-là. Alors moi, je me suis amusée à faire ça avec des textes. On peut lui prendre un texte qu'on a pris ailleurs et lui dire modifie-le-moi en mettant de l'humour, par exemple, ou en Exactement. utilisant un ton. Et en fait, du coup, on reconnaît plus du tout le texte initial, mais à quelque part, Exactement. on s'est inspiré. Et à un moment, c'est bien quand même de dire qu'on s'est inspiré de tel ou tel texte. C'est sûr que ça semble être le minimum, et je pense que du coup, il va y avoir nécessairement des régulations sur ces sujets-là, parce que moi, j'en ai vu plein, le tenter. Est-ce que tu peux m'écrire une chanson en t'inspirant de l'écriture de tel ou tel artiste et en y ajoutant la patte de tel autre et en faisant des mix, et c'est bon, c'est pas parfait, mais c'est quand même pas si mal, quoi. Donc c'est quand même un peu intéressant de se dire, ok, ces artistes-là, qui eux ont un contenu qui est protégé, qui est réutilisé pour générer un nouveau contenu, qui n'est pas qu'on peut pas forcément reconnaître comme étant issu du texte initial, parce qu'il s'inspire pas d'un texte en particulier, mais du coup, est-ce que ça doit être protégé a priori, oui, quoi. Donc, à minima, il va falloir, je pense, citer et être assez transparent. Et je pense que ces obligations de transparence, elles vont être imposées de manière plus expresse bientôt. Donc, on a encore, on le voit, des enjeux qui sont pas traités juridiquement, même si on va dans un premier temps aller chercher dans les outils qu'on a et essayer de qualifier avec les textes existants qui protègent déjà les artistes, les œuvres, etc. Mais ça peut ne pas suffire aujourd'hui. Et c'est ça qui va être très intéressant. Et ce qui est passionnant d'un point de vue juridique, avec toutes ces innovations et ces inventions-là, c'est de dire il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que le droit, encore une fois, malheureusement, parfois, intervient en réaction. Il n'anticipe pas ce genre de développement-là. Mais c'est très difficile d'anticiper ça.
Donc, il faut arriver plus ou moins vite derrière pour venir réguler. Merci, tu me tends la perche pour la prochaine question. On va parler des évolutions. Oui. Comment, selon toi, ChatGPT pourrait évoluer pour répondre à ces enjeux juridiques? Est-ce que tu penses qu'on pourrait, je sais pas, par exemple, avoir les sources qui soient plus ou moins que les sources qui sont utilisées par ChatGPT, les différentes sources, enfin, ou d'autres choses qui pourraient faire que demain, en fait, on soit dans quelque chose qui soit un peu différent de la version qu'on a actuellement? Ouais. Alors, bon, évidemment, ChatGPT, si ça doit évoluer, c'est se conformer à la réglementation existante dans un premier temps. C'est-à-dire que, bon, bah, encore une fois, la CNIL a été saisie de plusieurs plaintes, donc déjà être conforme à RGPD, quand ChatGPT opère dans l'Union européenne. Et je pense que, moi, pour avoir analysé un petit peu les tendances juridiques de ces dernières années, la grande tendance, une des grandes tendances, c'est la protection des consommateurs, donc ici la protection des utilisateurs, au-delà de la protection des données, et la transparence. Donc, ce que tu dis, c'est très pertinent de dire qu'il va falloir citer, de dire comment le contenu a été généré, est-ce qu'il privilégie des sources plutôt que d'autres, comment, aujourd'hui par exemple, si je te prends l'exemple des plateformes digitales qui ont été régulées très tardivement, puisque la directive Omnibus, elle est rentrée en vigueur en 2022 en France, donc le fait de vraiment réguler par exemple les plateformes de mise en relation, c'est super récent alors qu'elles existent quand même depuis un bout de temps, hein, c'est pas nouveau. Et ben en fait, aujourd'hui, les plateformes de mise en relation, elles doivent indiquer dans le footer, donc vraiment dans un lien accessible partout sur le site, quels sont les critères de référencement, de déréférencement. Et comment l'algorithme il fonctionne. Donc quand je pousse une offre qui apparaît en premier sur mon moteur de recherche, pourquoi c'est cette offre-là qui apparaît en premier? Est-ce que c'est parce qu'ils ont payé? Est-ce que c'est parce que mon algorithme prend en compte le prix d'abord? Et donc en fait, cette volonté de transparence, elle se renforce de plus en plus, notamment sur le digital. Donc je vois pas comment on pourra, je dis ChatGPT Ouais, pourra y non, mais c'est couper. intéressant parce que je pense que là, ce que tu viens de dire, moi, j'avais pas forcément l'information et je suis pas sûre que même tous les pros aient cette information-là, par exemple, de comment ils font leur tri, justement, et les Non, mises en avant sur leur site, quoi. non, et Bon, en ça va fait, jusque-là, en fait. ça va jusque-là. Maintenant, c'est obligatoire. Dès lors qu'on a une plateforme, pas forcément de mise en relation, mais une plateforme, généralement, c'est plutôt les places de marché, mais à partir du moment où il y a un moteur de recherche et qu'il y a des offres qui sont poussées, Mais pourquoi? même si on est dans la distribution, finalement, hein, quand on est, je pense à, par exemple, des distributeurs du Ouais, voyage, hein, qui ouais, revendent des produits d'autres tour opérateurs, par exemple. oui, oui, Bah, c'est pareil, eux, ils mettent en avant des produits quand ils disent le choix ou nos préférences à nous, ou nos conseils basés sur quoi? Est-ce que c'est basé sur un lien commercial? Est-ce que tout à c'est fait, tout à fait. aujourd'hui, je pense que c'est pas fait, hein, Non, non, alors moi, j'accompagne quand même pas mal d'acteurs hein, sur la mise en conformité de leur plateforme. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup au cabinet. Mais c'est vrai que ce qu'on constate et qui peut être frustrant pour les opérateurs qui veulent faire les choses bien, du coup, c'est de voir que bon, la conformité, elle n'est pas là aujourd'hui, ni dans ce secteur, ni dans les autres. Après, du coup, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut le mettre en avant. C'est-à-dire que pour moi, ça fait partie du customer care que d'être conforme et d'être transparent et de dire, bah, moi, je prends soin de vous. Moi, je fais en sorte que vous soyez informés. Je vous cache rien. Vous savez pourquoi je pousse une offre ou une autre. Vous savez si je prends une commission ou pas. Vous savez si je pousse une offre parce que j'ai un lien capitalistique, parce qu'en fait, c'est une filiale que je pousse, ou parce qu'en fait, tout simplement, j'estime que c'est plus pertinent parce que j'utilise tel ou tel algorithme. Et donc, finalement, la ça va conformité, avec la c'est communication et exactement, ces valeurs d'entreprise, exactement, d'authenticité et de transparence, quoi. exactement. Et moi, je crois que c'est une vraie attente. Enfin, c'est ce que je constate. Mmh. C'est une vraie attente aujourd'hui des clients. C'est une vraie attente des utilisateurs qui connaissent de mieux en mieux leurs droits, qui font de plus en plus attention. Et donc, alors, il y en a qui s'en fichent hein, peut-être. Donc, en fonction de sa cible, c'est pertinent ou ça l'est pas. Mais je crois que aujourd'hui, comme tout le monde n'est pas conforme, et ben quitte à le faire, autant en faire un atout aussi business, parce que la démarche, souvent, elle est très sincère, hein, mais tant qu'à faire, allons-y quoi. Ouais, parce que Montrons si ça que se voit pas, finalement, c'est on dommage. perd du temps pour pas de Bah, du pour temps, de des l'argent, de efforts ouais, l'énergie, voilà, c'est pour, ça. Donc être conforme pour être conforme, bah, c'est bien, parce que ça évite d'être sanctionné si on est contrôlé, bien sûr.
Mais moi, j'essaye Personne de n'est dire qu'on contrôlé et que finalement tout le monde fait comme il veut, bah, c'est ça ouais. et du coup, bah, marcher à la sanction, à la peur de la sanction, c'est une chose, mais peut-être se dire: «OK, qu'est-ce que je peux en retirer?» ça me permet de structurer aussi mon activité, de dire: «Ah ouais, mais tiens, comment ça fonctionne au fait notre algorithme? Pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on pourrait pas le faire différemment? Est-ce que ça a du sens?» C'est intéressant de se poser aussi sur ces sujets-là en tant que professionnel, hein, donc ça quand je dis que ça structure Ouais, que l'activité ça structure aussi en fonction de ses valeurs et ce qu'on veut communiquer aux clients, exactement, de nos valeurs d'entreprise, exactement, nos filtres sur quoi ils se basent. Est-ce qu'on veut mettre en avant le prix? Est-ce que notre façon exactement. de voir, c'est on veut mettre en avant, certains types de produits parce qu'on est engagé, je sais pas, dans la durabilité ou parce qu'on est engagé, C'est ça, dans d'autres choses? Ouais, c'est ça ça pose et d'autres questions derrière, c'est vrai pour tout, c'est-à-dire ceux qui décident de calculer, l'empreinte carbone des voyages qu'ils proposent, bah, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'efforts, c'est des c'est investissements, ça. financiers, humains, enfin voilà. Mais, ça peut aussi être mis en avant et c'est souvent le cas aussi, et de dire: «Bah, voilà, moi je me suis engagée» avant que ça devienne obligatoire parce que ça va probablement le devenir. Oui, bien L'étiquette sûr. environnementale est en cours d'examen et en phase de test et donc, bah, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour la conformité des plateformes, c'est vrai pour la transparence, c'est vrai pour la protection du consommateur, c'est vrai pour, l'impact environnemental, c'est vrai pour la RSE. Enfin, donc c'est d'essayer de voir ça comme des contraintes peut-être, mais un peu plus. Et pour revenir à ce que ChatGPT pourrait faire pour évoluer, pour évoluer, pour répondre aux enjeux, juridiques, malheureusement, je pense pas que ChatGPT le fasse spontanément. Clairement, je j'ai pas l'impression que ce soit, aujourd'hui, euh, un opérateur qui ait envie d'aller vers plus de transparence parce que finalement, même si c'est une demande, bah, c'est peut-être pas le modèle. Ça le sera peut-être, hein, et je me trompe peut-être, mais j'ai pas cette impression-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Union européenne, elle est sur le coup déjà pour réguler, et eux, ils tapent un peu du poing sur la table et ils disent bon, bah, si c'est comme ça, on va peut-être partir de l'Europe, quoi. Donc bon, j'ai quand même pas l'impression qu'ils soient trop fans, pour l'instant en tout cas, des exigences de transparence et C'est de... une vraie question que j'avais justement, par rapport à ça. C'est une innovation qui est quand même une innovation qui est mondiale. Donc comme toute innovation mondiale, on l'a vu pour les réseaux sociaux et cetera, il y a des juridictions qui sont faites à différents niveaux, Mmh, par les États, par l'Europe, par le monde, avec ouais, des différences, j'imagine, au niveau du droit. oui. Est-ce que c'est un frein, ça pour toi, c'est un frein, aussi à la au fait qu'on arrive à quelque chose d'à peu près, juridiquement, Ouais, uniforme et ouais, cohérent, uniforme, quoi. ouais. Alors oui, c'est sûr que c'est un frein parce que on le sait, hein, on régule pas tous les choses de la même manière. Il y en a qui régulent d'ailleurs pas trop. Euh, Nous, on a l'Union européenne et l'Union européenne a vraiment parmi ses objectifs affichés, encore une fois, la protection du consommateur. Donc, énormément de textes à l'étude visent à protéger le consommateur, comme c'était le cas pour le RGPD, comme c'est le cas avec la directive Omnibus pour les plateformes. Donc là, je te parle du digital, mais c'est le cas aussi de la directive à forfait de 2015, hein, qui a donné notre code du tourisme d'aujourd'hui, avec la responsabilité de plein droit dont on parlait tout à l'heure. Donc, vraiment, l'UE régule énormément pour protéger les consommateurs des États membres. Et pour le moment, c'est la première, c'est le premier continent à être sur le coup pour réguler l'intelligence artificielle. Et depuis avril 2021. C'est-à-dire que Ouais, donc c'est ChatGPT, beau. on en entend parler beaucoup depuis quelques mois, énormément même. Mais en fait, la Commission européenne, elle a tenté de réglementer l'IA, elle a déposé un projet en avril 2021. Donc, pour une fois, bah, la Commission européenne me fait mentir. Et là, on a un droit qui est pas trop en réaction parce que, évidemment, ça date d'avant l'IA, on en parle depuis très longtemps, mais il y a eu un essor Vous avez fulgurant, anticipé. c'est exponentiel. Et donc, je trouve que quand même, le fait d'avoir un projet de texte qui date d'il y a 2 ans déjà, c'est pas si mal. Aujourd'hui, on a le Parlement européen qui va se pencher sur ce point a priori en juin, donc vraiment, c'est là, maintenant. Et on imagine une adoption du texte d'ici fin 2023, début 2024. Alors là, moi, j'ai pas de boule de cristal et je suis pas dans les petits papiers de l'Union européenne, donc je ne sais pas, mais c'est ça qu'on lit pour le moment. Et l'objectif de ce texte, c'est vraiment de veiller à la sûreté des systèmes d'intelligence artificielle mis sur le marché et qui respectent les droits fondamentaux des citoyens, les valeurs de l'Union européenne, donc notamment la transparence, etc. Renforcer la gouvernance et éviter aussi
ce qu'on va appeler la fragmentation du marché de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on ait les mêmes règles dans toute l'UE, qu'il n'y ait pas une IA qui puisse opérer en Espagne et pas en France, par exemple, pour qu'il y ait cette cohérence, au moins à l'échelle du marché de l'Union européenne. Et bon, on reverra, je pense qu'on aura l'occasion de reparler peut-être de ce texte plus en détail, si tu le veux, quand il sortira, mais aujourd'hui, les obligations clés, elles vont dépendre, pour l'instant dans le texte, du niveau de risque. Donc en fait, chaque IA sera estampillé risque élevé, non élevé ou non acceptable. Non acceptable, ça veut dire que c'est interdit du coup dans l'Union européenne. Et les obligations dépendront aussi de l'acteur concerné, c'est-à-dire que les fournisseurs, les distributeurs et les utilisateurs n'auront pas les mêmes obligations, les mêmes droits. Il y aura aussi la possibilité pour les États membres, les autorités nationales, de mettre en place ce qu'on appelle des regulatory sandboxes, c'est-à-dire qu'en fait, il y aurait des espèces de phases de test des technologies innovantes pendant une durée limitée pour être sûr de vérifier qu'elles répondent aux critères. Et il y aura aussi un marqueur CE, donc vraiment, on estampillerait les IA de ce marqueur CE pour dire ok, c'est conforme pour notamment les systèmes d'IA à risque élevé, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles passent par des tests et d'être validées en amont pour pouvoir opérer dans l'Union européenne. Donc on voit qu'il y a vraiment une régulation importante. L'objectif de l'Union européenne, c'est quand même que ça puisse continuer à se développer, que l'innovation ne soit pas entravée, tout en garantissant quand même une protection suffisante dans l'Union européenne. Ce qui fait que, pour le coup, ChatGPT, a priori, dirait bon, bah, si c'est ça, moi, peut-être que j'opérerai plus dans l'Union européenne, quoi. Donc, ça va être évidemment un peu des bras de fer parce que il y a quand même une question de comment on ne bride pas l'innovation tout en quand même ayant un cadre, quoi. Bah, c'est ça, c'est exact. Et ça, t'as mis le doigt sur l'enjeu, en fait, de dire, ok, on peut pas priver l'UE de l'IA et en même temps, on peut pas laisser l'IA dicter sa loi non plus. Donc c'est trouver le juste équilibre entre une protection suffisante et la possibilité d'innover. Et ça, c'est pas facile. C'est pour ça que c'est des textes qui mettent un peu de temps à être adoptés, qu'il y a des débats qui sont longs, il y a des propositions. C'est quand même pas simple, hein. On le voit en discutant ensemble, quand tu nous expliques, on voit que c'est pas, pour trancher, c'est compliqué, quoi. Bah oui, c'est compliqué. Et du coup, ça fait l'objet de débats, tout le monde n'a pas la même position. Bien sûr. Et ensuite, après, une fois que le Parlement se prononce, va falloir discuter avec tous les États membres. Donc je dis fin de l'année 2023, début 2024, ça sera peut-être bien après, parce qu'il faut se mettre d'accord quand même. Et ça, c'est pas forcément évident. Après, je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut réguler quand même. Donc, oui, il y a au moins cette partie-là, donc il y a quand même une attente. Alors après, peut-être aussi l'enjeu, c'est de le faire en plusieurs étapes et peut-être de livrer une première version. Alors, je sais pas si on n'est pas en informatique, donc on parle pas de version, j'imagine. Mais ça marche, puisque c'est ce qui s'est passé. Je reprends un exemple que je connais bien, la directive sur les voyages à forfait. Il y a une version de 90, il y a une version de 2015. Bon, évidemment, il y a pas mal d'années entre les deux, mais on est venu renforcer encore la protection du consommateur. On est venu un tout petit peu parler du digital, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Et donc ça peut évoluer. Après, faut avoir en tête que les évolutions, elles se font pas non plus en un jour. Donc si on a loupé le coche, ça peut être un peu compliqué. On travaille peut-être pas aussi en agilité dans le droit que dans... Et voilà, et c'est ça. Et surtout pas à l'échelle européenne, parce qu'en fait, il faut quand même qu'encore une fois, il y ait des accords qui soient trouvés à l'échelle de tous les États membres. Et donc, ça prend du temps. En plus, le digital, c'est un secteur où ça bouge très rapidement et il y a justement ce besoin d'agilité qu'on a dans le digital et que forcément, peut-être dans le droit, c'est un peu, on est moins habitué à... On n'a pas d'agilité dans le droit, très peu. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'encore une fois, le droit vient en réaction. Et tu vois, là, je te parlais de la directive voyage à forfait. Le digital, elle date de 2015, entre en vigueur en 2018 en France. Le digital est quasiment inexistant. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on vend des voyages encore comme dans les années 90. Elle sort à un moment où au final, elle est déjà obsolète parce que ça va trop vite, quoi. Exactement. Et donc, du coup, la difficulté, elle est là. Donc, si on est sur un texte trop timide aujourd'hui, le risque, c'est que le prochain texte soit dans 10 ans. Et alors là, complètement dépassé. Donc, bon, voilà. Après, cette catégorisation de risque élevé, non acceptable, elle est intéressante à voir ce qu'on met dans non acceptable. Mais non acceptable, ça va être... Parce que
là, on parle de ChatGPT, mais l'IA peut faire énormément de choses. Et par exemple, on pense au tri de CV sans intervention humaine, qui peut avoir des biais racistes, et donc en fait, là, c'est non acceptable. Tu vois? Et donc, il y a pareil sur le médical, l'IA dans le médical, il peut y avoir du non acceptable. Donc en fait, l'idée, c'est quand même de dire, OK, c'est quoi son objet? Oui, et puis Comment elle dans le fonctionne? tourisme, c'est une petite partie finalement qui est, les risques, sont pas forcément aussi importants Alors, que ce qu'on pourrait avoir dans le médical ou dans d'autres sujets qui sont un peu plus touchy, en c'est termes de c'est sûr. Et ce qui va se passer dans le tourisme, pour avoir fait des tests de mon côté, je sais pas si tu as regardé, mais il y a du coup des IA de conception de voyage. Donc vraiment, qui disent travel planner, mais IA. Ouais, Euh, j'ai regardé, j'ai même fait des tests moi-même en me disant c'était pas trop j'ai échangé avec des agents de voyage, alors ils me disent, le retour que j'ai eu, alors moi je suis pas agent de voyage donc c'est oui, bien, mais j'ai interrogé, hem c'est que, c'est pas mal, hein, ça donne un premier niveau, mais c'est vrai qu'il y a des choses déjà des fois qui sont fausses voilà, et des fois il manque des informations et puis voilà, ça empêche pas que, de toute façon on n'est pas allé vérifier sur place que l'information qui était donnée, elle est toujours d'actualité à l'instant T, tout que à fait, l'hôtel, il est pas en travaux, que tout à fait. depuis il a pas été, il y a pas Fermé et eu remplacé par un voilà, tiers-lieu. ouais, voilà, ou il y a eu des aménagements qui font que, en fait, le problème qu'il y a pu avoir, je sais pas, il y a 2 mois, finalement il n'y est plus enfin voilà, il peut y avoir plein de Exactement. choses qui se passent, quoi. Exactement, et t'as pas encore le degré de personnalisation non plus qu'on pourrait imaginer ou attendre, mais ça va évoluer. Donc en fait, par exemple dans le tourisme, moi la question que je vois, c'est si ça évolue, que la personnalisation est possible, que tu peux ensuite réserver directement sur les sites, parce que c'est ce qui va, je pense, arriver. Hein. Il y a une réglementation aujourd'hui d'opérateurs de voyage et de séjour, il y a une immatriculation à tout France qui est obligatoire quand on vend des voyages à forfait ou qu'on les offre à la vente. Il n'y a pas de raison que l'IA n'y répond pas. Donc, on a des outils existants, notamment dans le secteur du tourisme, pour en tout cas réguler un petit peu la concurrence potentielle de l'IA. Après, certains vont peut-être, je pense, et c'est même certains, travailler avec, s'en servir comme un outil, mais d'autres le verront plutôt comme une forme de concurrence, peut-être même un peu déloyale. Et là-dessus, on a déjà des outils de régulation. Simplement, il va falloir les adapter peut-être un petit peu à l'IA. Donc c'est quand même intéressant, c'est quand même intéressant de voir que euh, c'est en cours et l'Union européenne est la première à réguler, en tout cas Mmh. vraiment la possibilité pour ces IA d'entrer sur le marché européen en fait. Donc d'avoir ce marqueur CE pour celles qui ont un risque élevé, de pas pouvoir opérer quand c'est non acceptable. Quand il n'y a pas de risque, il y aura quasiment pas de régulation en fait, hein, donc ça restera assez libre. Mais on va juste venir placer un curseur sur ce qui est acceptable, pas acceptable, avec un risque élevé, pas élevé, et des obligations du coup de transparence et d'information renforcées. Donc je pense que c'est quand même souhaitable. OK. Et donc on a déjà abordé, toi, comment tu penses que tes clients vont utiliser l'IA? Est-ce que juste en projection ou est-ce que tu pas d'idée? Enfin, Alors, aujourd'hui, bon, moi, mes clients dans le tourisme, il y a un peu de tout. Hein. J'ai des TO, j'ai des agences de voyage, j'ai des institutionnels, des plateformes, des prestataires d'activités, des fédérations. Donc, c'est très varié. Donc, j'imagine que chacun aura une utilisation un peu différente. Pour avoir échangé pas mal, aujourd'hui, la seule utilisation qui est projetée, c'est vraiment le support pour gagner du temps. Maintenant, certains commencent à s'interroger sur intégrer l'IA dans des chatbots, par exemple, pour peut-être faire des devis, notamment dans l'événementiel, quand il y a pas mal d'allers-retours avant de pouvoir avoir une intervention humaine. Ils se disent, ça pourrait économiser du temps, et donc vraiment l'intégrer dans un logiciel propre. C'est quand même pas la majorité. Moi, je trouve plutôt que en c'est... bac pour aider Ouais, l'humain en fait, hein? ouais, voilà. C'est plutôt un bac pour aider l'humain et de dire, je gagne un peu de temps dans la rédaction de mes mails, dans les formulations. Voilà, Ou ça j'interroge. prémâche un peu le travail Exactement. des agents de voyage qui vont ensuite récupérer, Ouais, c'est le plutôt ça. contenu et rajouter leur expertise dessus, quoi. C'est ça, c'est plutôt ça. Après, il y en a plus aventureux qui peut-être envisagent aujourd'hui, mais sans que ce soit très concret pour le moment, de l'utiliser vraiment comme un outil qui sera mis en avant à la dispo de leurs clients à eux ou de leurs prospects
pour justement transformer un prospect en client, pour avoir des échanges, mais ça demande quand même encore beaucoup de travail. C'est pas bien régulé, on sait pas bien quelles limites on doit donner à cette IA, qu'est-ce qu'il aura le droit de faire, pas faire. Faut lui donner quand même beaucoup d'infos de base pour qu'il puisse screener comment on fonctionne, ce qu'on fait, notre base de données. Donc ça reste quand même un investissement de temps, probablement argent aussi, et énergie. J'ai pas l'impression aujourd'hui, moi, que mes clients soient prêts à passer ce cap tout de suite, même si je pense que ça viendra peut-être plus vite que ce qu'on imagine. Après, ouais, on est quand même dans une industrie qui est quand même basée. Enfin, le voyage, c'est de l'humain, donc. Exactement, Donc, exactement. bon, après, il reste des acteurs qui sont purement digitalisés, mais sur des acteurs qui sont pas dans le digital à la base, mais qui font du digital, parce que le digital est partout. Oui. J'imagine que ouais, l'humain. Enfin. En fait, même sur des plateformes, il y a pas mal d'opérateurs qui vendent en ligne, mais l'humain est derrière. L'humain conçoit, il y a une assistance 24/24. Donc, l'humain est quand même très important. C'est beaucoup un métier passion aussi, donc ça joue. Oui. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut optimiser nos relations avec prospects et clients avec de l'IA? C'est possible. Moi, je crois pas qu'on supprimera l'humain du voyage du tout, mais peut-être qu'on pourra impliquer l'IA dans le parcours à un moment donné pour alléger finalement l'humain, mais sans le remplacer totalement. Ok. Alors on arrive à cette... Merci Chloé, on arrive pratiquement à la fin de l'interview. Ouais. Alors on va t'interroger sur ton avis sur cette innovation. Tu en as un peu parlé à titre personnel, comment tu l'utilises. Est-ce que tu l'utilises et si oui, pourquoi? Ce que tu en penses? Et un message de fin, un conseil sur la prise en main de cette innovation pour les pros. Alors, est-ce que j'utilise? Pour l'instant, assez peu, je dois dire, plutôt pour faire des tests par curiosité. Ok. Moi, mon constat sur le juridique aujourd'hui, c'est que c'est quand même pas à jour, et que, finalement, le travail de vérification, en tout cas sur les sujets que je maîtrise très bien, je trouve que c'est pas totalement satisfaisant. Ça le deviendra très probablement. Je crois que sur les tâches à plus faible valeur ajoutée ou plus simples, peut-être que l'IA va venir, alors pas remplacer l'avocat parce que ça dépend des tâches de l'avocat, mais finalement ça existe déjà des legal tech qui génèrent des contrats pour 50 €, 20 €, 10 €, il y en a Oui, déjà. ça existe déjà. Donc après ça va venir peut-être personnaliser un petit peu plus, je sais pas, prendre plus de données en considération. Et voilà, je me dis que ça ne fera que peut-être renforcer l'accessibilité au droit et l'accès au droit, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, et nous permettre à nous, avocats, de nous concentrer encore une fois sur les tâches beaucoup plus personnalisées La et à grosse plus valeur haute ajoutée. valeur ajoutée. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser dans notre activité? Peut-être qu'on va pouvoir nous-mêmes utiliser des outils plus performants pour générer des documents et les revoir et les personnaliser, et donc y passer moins de temps, en tout cas moins de temps sur la faible valeur ajoutée. C'est ce qu'on essaie déjà de faire au cabinet avec la création de nos propres legal tech, pour aussi que nos clients aient plus d'accès plus vite aux informations, plus de transparence. Donc moi je suis pas réticente, voilà, je suis pas contre les innovations du tout. Je pense qu'il faut au contraire les intégrer autant que faire se peut, tout en respectant notre déontologie. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on ne sait pas trop comment l'utiliser pour le moment, tant que c'est pas régulé et qu'on n'est pas sûr que c'est sûr et un environnement safe. Donc voilà, pour l'instant, c'est plus des tests. Après, tu vois, j'ai donné une conférence la semaine dernière, et c'était notamment de la prospective, un petit peu sur comment le droit va évoluer à l'avenir en 2050. Et je me suis aidée, et je l'ai dit, bien sûr, en toute transparence, de ChatGPT, parce que je suis partie du postulat de ChatGPT. Je lui ai demandé de me narrer le parcours d'un touriste en 2050, notamment sur la réservation de forfait. Et donc, c'était hyper intéressant. Et donc, ça a été mon postulat de départ, parce que moi, j'ai pas de boule de cristal. Et donc, je peux pas dire exactement ce que sera la réservation d'un touriste en 2050. Donc, c'est un outil hyper intéressant aussi. Donc, je peux m'en servir, par exemple, pour ça. Dire, finalement, pour m'aider à me projeter aussi. Ah ouais, faut se projeter. Mais pas pour faire du droit, en tout cas pas aujourd'hui. Voilà. Et un conseil sur la prise en main de cette innovation, un message à faire passer, je crois que c'est ne pas se priver, mais quand même un peu de précaution, quoi. Vraiment, à chaque fois,
se dire ok, qu'est-ce que je transmets comme données, faire attention à ce que je transmets, est-ce que j'ai le droit d'utiliser le contenu en vérifiant les conditions d'utilisation des outils, attention à la responsabilité, à ne pas réutiliser ce contenu à tort. C'est finalement les 3 piliers que tu as donnés, hein, RGPD, propriété intellectuelle, responsabilité. Et donc, se dire que c'est une belle innovation, qu'elle n'est pas encore totalement régulée, donc il faut faire un petit peu attention. Ne pas s'en priver parce que ce serait dommage, mais quand même vérifier ses sources et quand même voilà, ne pas foncer bille en tête et y aller pas à pas en faisant quand même attention. Se faire accompagner. Et se faire accompagner si on a vraiment envie effectivement de l'instaurer dans son mode de fonctionnement. Ça, c'est sûr. Si c'est juste un support, ça m'aide à rédiger des mails, voilà. Bon, bah, l'accompagnement juridique n'est pas forcément indispensable, mais il faut quand même avoir quelques notions et faire attention à ce qu'on en fait et comment on le fait, quoi. Et peut-être aussi former quand même ses employés. Pour peut-être finir, Chloé, est-ce que toi, tu fais aussi de la formation d'entreprise ? Énormément. Okay. C'est un besoin croissant, ce qui est hyper positif. Moi, je pense à ça tout de suite, hein, en fait. C'est assez fou parce que c'était moins le cas il y a quelques années. Et aujourd'hui, j'ai certains clients, dès qu'il y a alors faut pouvoir le faire, hein, bien sûr, mais dès qu'il y a des nouveaux arrivants, ils ont une formation juridique, notamment par exemple s'ils sont au SAV, en back-office, s'ils ont sur la relation client, des formations on fait aussi évidemment en droit social, RSE, ça c'est plutôt mon associé Laura. Mais en fait, c'est un besoin, en tout cas c'est une demande croissante. Et je trouve ça formidable parce que typiquement là, il y a 2 semaines, je suis intervenue pour 2 nouvelles recrues SAV et donc sur tout ce qui est responsabilité, répondre à des réclamations clients, gérer des avis négatifs, voilà, tous ces petits réflexes qu'on n'a pas forcément. Et en fait, finalement, ce que me disait ma cliente, c'est que bon, ils le font parce qu'ils ont envie que leurs équipes le fassent correctement, ça c'est sûr, mais aussi parce que c'est extrêmement apprécié. Parce que du coup, les équipes se sentent soutenues, ont l'impression que... Ils ont des clés ? Et ouais, en fait. Et du coup, c'est aussi important pour la marque employeur. Et j'y avais pas forcément pensé tout de suite, mais comme je vois que c'est un besoin qui est de plus en plus répandu et que, en tout cas, c'est une vraie volonté de former les équipes, effectivement, ça s'est très très bien reçu des équipes et je pense que c'est important, y compris sur ces sujets-là, évidemment. Alors, c'est plus difficile sur ces sujets parce qu'on attend encore de la régulation, mais on a déjà des outils pour dire ça c'est ok, ça l'est pas, quoi, au moins. Okay. Donc, la formation, ouais, c'est un très bon levier. Ok, bah merci en tout cas Chloé, enfin on a appris plein de choses et du coup le message de fin ce serait formez-vous et intéressez-vous au droit, quoi. Ouais, n'ayez pas peur en fait, n'ayez pas peur de vous intéresser au droit, ça peut paraître très obscur, effectivement là on a parlé de beaucoup de concepts, c'est dense, mais il y a aussi beaucoup de vulgarisation qui est possible, qui se fait, et donc d'avoir ne serait-ce que quelques réflexes, on fait pas de vous des juristes, mais quelques réflexes c'est bien. Ok. Merci en tout cas, merci Chloé, c'était vraiment super intéressant. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses, donc un grand merci. J'espère que nos auditeurs, nos auditrices et auditeurs vont aussi apprendre plein de choses. Et puis, on vous dit à bientôt sur les Sherlocks du voyage. Et encore un grand merci Chloé pour ce partage. Avec plaisir, merci à toi. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode ? Cela vous a été utile ? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment ? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocks m'en votre.